Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de Radio Prague International en français. Radio Prague International qui inaugure une nouvelle série de podcasts consacrée cette fois au trésor des archives sonores de Český rozhlas ou de la radio tchèque. Une fois par mois, l'historien et directeur des archives de la radio tchèque, Tomáš Dufka, nous guidera à travers ces documents uniques pour raconter à partir des sons et des témoignages conservés plus d'un siècle d'histoire tchèque. Le premier épisode de cette série de podcasts est consacré à l'orchestre symphonique de la radio tchèque, un orchestre qui célèbre son centenaire cette année. Tomáš Dufka répond aux questions d'Anna Kubišta. Très bonne écoute de Radio Prague International. Voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu. Le malheur immérité qui a frappé la Tchékoslovaquie. Zatím okupační vojska nemají přístup k rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato. V krátké době ohlásíme důležitou zprávu. Máme toho dost! Máme toho dost! Máme toho dost! Tomáš Dufka, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les archives de la radio publique tchèque. Vous êtes par ailleurs historien. Vous avez été un hôte régulier de nos émissions et vous devenez un hôte régulier d'une autre façon maintenant et de manière beaucoup plus régulière, une fois par mois, de notre nouvelle émission, de notre nouveau podcast qui est un rendez-vous qui entend plonger en fait les auditeurs de Radio Prague International dans les archives sonores de la radio tchèque, et donc évidemment qui d'autre que vous pour ça. Et chaque mois en fait on se penchera sur un thème en particulier. Et pour commencer cette série de podcasts, on va se pencher sur l'histoire de l'orchestre symphonique de la radio tchécoslovaque déjà, et puis qui est devenu plus tard la radio tchèque, l'orchestre symphonique de la radio tchèque, et qui fête son centenaire cette année. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, cet orchestre symphonique de la radio tchécoslovaque, né dans la Tchécoslovaquie de Tomáš Garrigue Masaryk, la nouvelle Tchécoslovaquie indépendante. Qu'est-ce que ces premières années nous disent sur l'ambition peut-être culturelle de cette toute jeune Tchécoslovaquie née sur des cendres de la Première Guerre mondiale? C'est une question peut-être un peu difficile à répondre, mais j'essaie de le faire vite. Je pense que pour le contexte, l'orchestre de la radio, il s'appelait à l'époque l'orchestre de Radiojournal. Radiojournal, c'était le nom de la radio tchécoslovaque à l'époque. Il a commencé son trajet de l'histoire très à l'improviste, disons. Mm-hmm. À l'époque des années 20, on a dû diffuser surtout de la musique à la radio. Et donc, on avait besoin des musiciens pour ça. Et donc, je dirais, pour répondre à votre question, la création de cette formation est très liée avec la création de la radio. Qui était quelques années auparavant. Hein. Qui était quelques années auparavant, 3 ans, en 1923. Et on dirait que c'est peut-être la création de la République tchécoslovaque que la nouveauté de technologie pouvait se diffuser plus rapidement que peut-être dans un pays plus ancien et pas si motivé à faire. Já jsem poprvé přišel do styku s vysíláním v rozhlase v roce 1924. Bylo to někdy v dubnu. Hrálo se tenkrát ve Kbelích pod Stanem. To bylo velmi primitivní prostředí. Et dans les années 30,
La radio, c'est le média en fait important en Europe, dans le monde. Ça devient un formidable outil évidemment d'information, mais peut-être aussi de démocratisation de la musique. Est-ce qu'on peut dire justement que l'orchestre a contribué à faire découvrir la musique symphonique à une partie de la population tchèque ? Oui, vous avez dit très bien. C'est exact. La radio était le moyen comment commencer à écouter de la musique plus dans la population plus vaste que si vous voulez écouter de la musique, vous deviez dans les années 30 acheter des billets pour aller au concert. Et cet ensemble, cet orchestre de la radio vraiment a fait un service pour les gens qui n'existaient pas avant. Mais il faut dire que ce n'est pas le plus ancien orchestre des pays tchèques. Bien sûr qu'il y avait déjà l'orchestre de la Philharmonie tchèque qui a été créé à la fin du 19e siècle déjà, mais c'était une formation un peu plus prestigieux et aussi plus haut au niveau. Mm-hmm. Mais dans les années 30, l'orchestre de la radio, de Radio Journal, a commencé aussi de devenir un peu plus professionnel que dans les années 20. Mm-hmm. Que on a il y avait le chef d'orchestre, Otakar Jeremias, qui a commencé à créer vraiment la formation qui avait plus de respect qu'avant. Oui, puis ce qui est intéressant, en effet, c'est que du coup, la musique classique entre dans tous les foyers. Enfin, évidemment, on n'est pas obligé d'allumer sa radio, mais quand même, comme je le disais, c'est un formidable outil. Tout le monde a plus ou moins une radio, et donc en fait, on peut entendre de la musique classique chez soi. On n'est pas obligé d'aller au concert, bien s'habiller, acheter des billets. Là, c'est gratuit. Oui, ça c'est gratuit. Il y avait un problème pour la radio, si on compare avec la réalité de nos jours, d'aujourd'hui, que la radio diffusait son émission live, en direct. Que vraiment, si vous... Il fallait pas rater le rendez-vous, quoi. Oui, il ne fallait pas rater le rendez-vous. Et aussi, bien sûr qu'il existait déjà des disques gramophones, mais quand même, si on jouait de la musique, on jouait en direct, très souvent. Et ça, c'était... Pour les musiciens, c'était dur. Parce qu'il était nécessaire qu'ils soient au boulot tous les jours, et tous les jours qu'ils jouaient, ils jouent tout le temps. Et donc, c'est la différence. Potom jsem přivedl několik soudruhů z České filharmonie a začali jsme hrát komorní hudbu. Později, když se to Zegvel přestěhovalo všechno do poštovní nákupní, to bylo ve Stalinové třídě tady, tak to hraní už bylo daleko příjemnější. À ce moment-là, dans cet entre-deux-guerres, est-ce que les archives que vous avez à disposition, est-ce que ça montre déjà une ouverture internationale de cet orchestre, ou est-ce qu'il y a des musiciens étrangers qui viennent travailler avec lui ? Je ne pense pas. Il n'y avait pas cette possibilité. L'orchestre était très neuf et il y avait beaucoup de boulot. Parce qu'il était créé pour faire des émissions. Donc, il n'y avait pas la possibilité d'aller à l'étranger. C'était plus tard. Comment est-ce que l'orchestre va traverser les années de l'occupation nazie ? Qu'est-ce qui se passe pour l'orchestre ? Et est-ce que les archives permettent de mesurer l'impact de la guerre sur les musiciens, sur le répertoire, sur la vie de la radio tout court ? À vrai dire, c'est un chapitre assez inconnu. On ne sait pas trop ce qu'on faisait. On sait que l'orchestre existait, mais ce chapitre n'est pas très bien documenté. C'est toujours le chef d'orchestre, Otakar Jeremias, qui était le chef, qui restait le chef. On sait que pendant l'occupation, il y avait par exemple la grande discussion si on pouvait jouer les grands compositeurs tchèques comme Bedřich Smetana. Bien sûr, qui sont associés à une forme de patriotisme. Patriotisme. Il y avait une période au début des années 40 qu'on pouvait jouer, par exemple, sa grande œuvre, Mon patrie, juste quelque part de ces symphonies, et que plus tard, grâce à
Václav Tali, qui était chef d'orchestre de la Philharmonie tchèque, ça devenait plus possible de jouer tout l'œuvre de Smetana, parce qu'il a fait un trajet en Allemagne, il jouait Smetana là-bas, et donc c'était possible. Il y avait aussi l'année 44 où Smetana a fêté son anniversaire, donc un peu paradoxalement, on a pu jouer. On a pu jouer Smetana en 44, mais c'était des questions aussi un peu politiques, que c'est par exemple un sujet qui est très intéressant à étudier, mais on ne connaît pas trop sur l'orchestre. Alors évidemment, là on fait un petit bond en avant, mais après 1948 et le coup de Prague, l'orchestre devient celui de la radio d'un État communiste, une radio d'État. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour l'orchestre ? L'orchestre est devenu plus professionnel. Et surtout, ce qui est important, c'est par exemple le festival, le Printemps de Prague. C'est un événement qui a commencé son existence après la Deuxième Guerre mondiale. Et la radio était très présente à ce festival parce que la radio faisait des émissions et aussi l'enregistrement du festival. Et donc ça, c'était une chose. L'autre chose, c'est le changement de technologie. On commence à enregistrer, parce que c'est la grande différence en comparaison avec les années 30, que dans les années 30, on enregistre peu. On fait presque beaucoup direct, et surtout, on n'a pas les bons microphones, par exemple, etc. Et dans les années 40, on commence à enregistrer aux bandes magnétiques dans la plus haute qualité. Là, on sait que le chef d'orchestre, le nouveau chef d'orchestre est Alois Klima. Dans ses mémoires, il parle de ce changement technologique comme un grand changement, parce que tout d'un coup, les chefs d'orchestre, les musiciens pouvaient écouter leurs œuvres. C'était quelque chose impensable auparavant. Et l'autre chose, que l'orchestre ne se concentre pas seulement à l'émission, mais il commence à faire aussi des concerts, mais hors les murs en fait, hors de la radio. Hors de la radio, et devient plus connu. Et ça s'accentue dans les années 60. Et dans les années 60, l'orchestre commence à voyager, et non seulement à l'est, c'était déjà, mais aussi à l'ouest. Et le début des années 60. Ce sont les voyages à l'Italie, en France, en Suisse, etc. Et donc, vraiment, l'orchestre devient célèbre. Est-ce que on peut considérer ça comme une sorte de soft power du régime à l'époque ? Justement, c'est pour ce qui est des voyages à l'ouest notamment. Je pense que c'est très probable, et c'est sûr. Hein. Je dis juste mon opinion, mais on peut le voir aussi un peu, par exemple, vraiment dans la sphère de la musique, la Russie, l'Union soviétique était toujours très fort. Et on peut dire que la musique était en pouvoir très fort pour le bloc de l'Est. Je pense que c'est un soft power, c'est clair. Est-ce que les archives que vous avez à disposition reflètent des formes de pression idéologique du régime sur l'orchestre, sur ses membres, sur son chef d'orchestre ? Qu'est-ce que nous montrent ces archives, ou alors simplement c'est le reflet du travail quotidien ? C'est plutôt le reflet du travail quotidien. Dans nos archives, on a bien sûr des archives sonores. C'est plutôt des enregistrements des concerts ou des
des travaux que l'orchestre a fait pendant des années. Après, certains mémoires des chefs d'orchestre, par exemple, ce sont des choses les plus typiques. Aussi des mémoires des entretiens avec des gens qui étaient au début de l'existence de l'orchestre. Svou práci v Československém rozhlasu, tak vždycky si uvědomuji, že to byl nejkrásnější úsek mého života. Nejen umělecké práci, ale vy si to dobře pamatujete, v jakém přátelství jsme pracovali, jak jsme se měli všichni rádi. Mais après, on a aussi des archives papier, de documentation. Et en ce moment-là, on est en train de faire l'inventaire, de trier plus ce fond des archives papier, parce que personne ne l'a fait avant. Après ce travail, on aura plus d'informations. Ce que j'ai entendu dans les archives sonores, c'est toujours, bien sûr, plutôt sur l'existence de l'orchestre, de la qualité d'orchestre. C'est un peu une forme de PR de cette formation. Et bien sûr qu'on ne peut pas attendre qu'il y aura des réflexions critiques ou des choses critiques sur le sujet. Vous parliez justement de cette ouverture finalement avec cette tournée, notamment dans les pays occidentaux à partir du début des années 60. Mais l'année 68, c'est un tournant majeur pour toute la société tchécoslovaque, évidemment, avec l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Est-ce qu'on retrouve justement dans vos archives, des traces de cette rupture, de ce tournant majeur pour la société et pour la radio en particulier? Par rapport à l'orchestre, je pense que pas autant. Si on peut faire une chronologie de l'orchestre, ce qui est important, ce sont les chefs d'orchestre. Je ne peux pas dire qu'on connaît une histoire de 68 qui est liée à l'orchestre, non. Il était toujours un peu à part. Il faut dire que la différence est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, on sait que, bien sûr, aussi dans la propagande communiste, bien sûr qu'on voulait accentuer que l'orchestre se préparait pour la fin de la guerre, qu'il jouait Smetana, qu'il était présent à toutes ces commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en ce qui concerne l'année 68, on ne sait pas trop. Mais ce que je peux dire, c'est que à la fin des années 60, c'est la fin de la période de chef d'orchestre Alois Klima, qui était là pendant des années 50 jusqu'à 60. Na dirigentovi se toho chce moc, aby znal všetko. Aby věděl, když dělá nějakou skladbu, kdy ten skladatel žil, jak se choval, kolik toho napsal, jestli je to jedna z jeho prvotin, anebo jestli je to. C'est lui qui a donc fait des concerts à l'Ouest. Et après, il y a une période où plusieurs chefs d'orchestre changeaient. Et après, arrive Vladimír Válek, qui est un phénomène, on peut dire, parce qu'il est resté à la tête d'orchestre pendant plus que 20 ans. Il a passé dans les années 80 jusqu'à des années 10 du 21e siècle. Ce personnage, on peut voir que dans l'orchestre, aussi les grandes ruptures historiques ne touche pas autant, oui. Parce que, par exemple, Válek, il est resté même dans les années 80 et après 90. Jusqu'au début des années 2000. Ah oui, exactement. Déjà dans les années 80, on a, par exemple, un événement en 85 où l'orchestre a fait la première transmission digitale au monde de Prague à Tokyo. On a transmis le concert de Rudolfinum à Prague. Et donc, on peut dire que technologiquement, l'orchestre était vraiment à haut niveau et il se concentrait pendant la période de Válek sur non seulement sur la radio, mais aussi sur l'enregistrement pour le commerce. Donc, c'est une histoire un peu à côté des grands moments. Des grands moments de l'histoire. Donc, en fait, 1989, ça change pas énormément de choses pour l'orchestre?
je n'ai pas étudié des documents sur cette période. Je ne peux pas dire que je suis vraiment grand spécialiste sur cette période, sur cette formation. Mais d'un côté, bien sûr qu'il est l'un des grand et important part de la radio. Mais à l'autre côté, il est toujours vraiment une part différente de l'émission politique, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, je peux dire, de mon point de vue, c'est un peu une histoire qui... On peut voir plutôt le soft power de certaines idéologies, mais qui ne sont pas si démonstratifs que dans l'émission politique, par exemple. En tant que historien, en tant qu'archiviste, est-ce qu'il y a un enregistrement qui vous a marqué en particulier dans toutes ces archives, dans tout ce qui a été conservé? Je ne vais pas parler des enregistrements de la musique parce que c'est un autre chapitre, mais j'ai pu faire de la recherche dans les archives sonores sur des chefs d'orchestre. Et là, ce qui me frappe, ce sont des mémoires des chefs d'orchestre sur l'orchestre, sur la position de chef, sur les musiciens, sur le travail. Et là, ce qui m'a vraiment très bien, ce qui m'a inspiré, que j'ai déjà un peu parlé sur ce sujet, c'est vraiment la révolution avec la bande magnétique, ce qui était un aspect assez important. C'est Alois Klima qui parle de ce chose-là. Především ta technika vyrostla tak, že to, co jsme si dřív nemohli nikdy představit, když jsme vysílali do éteru přímo, nebo když jsme potom natočili něco na takzvaný ty Blattner-fanový pásy. No a potom později, když přišly už ty pásky, tak je neobyčejně. Et après, ce qui est vraiment très intéressant, et c'est un matériel assez unique, ce sont des mémoires des premiers musiciens, des fondateurs, disons, de premiers petits groupes de musiciens qui précédaient la fondation de l'orchestre en tant que tel. Et il faut imaginer, ils décrivent, par exemple, qu'en 1924-25, et vraiment, il commençait à jouer dans des petits studios, 6 mètres carrés à 9 mètres carrés, qu'il était complètement fermé sur cet espace assez petit et qui était toujours, qui avait hâte à jouer en concert parce que ça voulait dire d'aller dehors de ce petit espace. De ce KGB, en fait, un KGB, littéralement. Ça, c'est des entretiens qui ont été réalisés donc des années plus tard, j'imagine. Plus tard, oui, dans les années 50, les plus anciens. Et puis bien sûr, on a des interviews aussi avec Vladimír Válek, avec, bien sûr, Petr Popelka, le chef d'orchestre qui est maintenant à la fin de son mandat à la tête de l'orchestre. Et on voit aussi que le chef d'orchestre avant, c'était un peu le chef, le grand chef qui était un peu séparé de reste de l'orchestre. Tandis qu'aujourd'hui, Petr Popelka le dit dans ses entretiens, il est l'un des mêmes membres de l'orchestre qu'il n'est pas le dieu qui dirige, mais non, il est l'un des autres. Je pense que ce changement on peut voir dans des interviews qu'on a dans les archives. To je mnohdy takový jako klišé, který je zarytý přesně z dob, já nevím, Toscaniniho nebo Furtwänglera nebo Karajana, že dirigent je někdo takový jako úplně jako nedostupný, někdo, kdo jako ten maestro, kdo se zjeví na tom stupínku, spí a probouzí se ve fraku a prostě je naprosto, nikdo s ním nemá žádný. Vous avez préparé une exposition qui se trouve dans les jardins, enfin dans le parc Rigrové Sady à Prague, justement, qui a été organisée évidemment à l'occasion de ce centenaire. Quand vous avez préparé cette exposition, finalement, est-ce qu'il y a des trésors méconnus que vous avez découverts dont vous aviez aucune connaissance? On a travaillé sur les affiches d'orchestre.
ce qui était assez étonnant, et on était bien surpris qu'il y avait beaucoup des affiches justement de voyages à l'étranger des années 60, qu'il y avait beaucoup d'affiches, par exemple, de Paris, de concerts. Après, on a retrouvé aussi des photos d'Italie qui sont magnifiques et que les visiteurs peuvent voir sur notre exposition. Oui, il y a une photo qui est aussi très très célèbre, je peux dire, et qu'on a trouvé pas très longtemps. C'est l'orchestre dans le studio 1, dans notre plus grand studio, où on trouve le chef d'orchestre Otakar Jeremiáš dans les années 30. Et à côté, il y a Bohuslav Martinů, le compositeur célèbre tchèque qui a une grande relation avec la France aussi. Bien sûr. Et il a même travaillé, ou il a même fait certains une cantate, par exemple, cantate Kytice, pour la radio. C'était vraiment fait pour la radio. C'était une commande, en fait. Une commande, oui. Et après, je ne suis pas sûr si c'était quand l'orchestre jouait cette cantate, mais il était présent à la radio et on a la photo de lui, donc c'est bien. Tomáš Dufka, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Et on se retrouve en août pour un podcast qui sera cette fois-ci dédié évidemment aux archives de la radio tchèque autour justement de l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin du premier épisode de ce nouveau podcast consacré donc au trésor des archives sonores de la radio tchèque. Une nouvelle émission qui, à partir des sons et des témoignages conservés dans les archives de la radio tchèque, nous permettra de remonter plus d'un siècle d'histoire tchèque. Cette émission était préparée et présentée par Anna Kubišta. Merci de votre attention. Merci également de votre fidélité aux émissions de Radio Prague International en français. Et à très bientôt, de nouveau à l'écoute. Ahoj.